Le hacking est un acte créatif. Parfois, c'est un acte intuitif. Le grand public ne voit pas en quoi le contrôle de la technologie est une question politique. Comme le dit Bob Dylan, pour échapper à la loi, il faut être honnête. Les hackers pensent hors du système et les grandes entreprises commencent à les imiter. Ce sont ces esprits curieux qui sont les seuls à pouvoir changer le monde. Welcome to Venice Beach. This is the Freak Show. Welcome to Venice Beach. This is the Freak Show. Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates. On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers, les cadors du bidouillage informatique. Ils sont aujourd'hui les héros des films que vous piratez. Millennium ou The Social Network. On parle souvent des pirates, on les voit rarement. Au mieux, dans votre télé, c'est un ado au visage flouté et à la voix trafiquée. On a associé ces génies de l'informatique à des cybercriminels. Leur savoir fait trembler les ordinateurs de la planète. Mais faut-il avoir peur des pirates ? On leur a posé directement la question. Les pirates que nous avons rencontrés n'en veulent pas votre argent. Ne détruisent pas les systèmes, mais les construisent. Ils sont cyberactivistes à Berlin, chercheurs libertaires à Boston ou créateurs de sites que vous utilisez tous les jours, comme iTunes ou Facebook. On a tapé piratage sur Wikipédia. On est tombé sur Captain Crunch, doyen des pirates, la plus grande légende du bidouillage. Il nous donne sa définition du hacking. C'est l'art de savoir et de pouvoir modifier un programme, une machine, de façon à ce qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse et non ce pourquoi il a été conçu. Ça, c'est du hacking. Vous prenez un ensemble et vous le taillez en pièces. Vous voyez, comme une machette. Vous le hachez. Hack, hack, hack. Après, vous reprenez les pièces, mais vous les remontez de façon différente. Le hacking, c'est rien d'autre que ça. Hacker, éthique, MIT, fricker. Pour décoder le piratage, il n'y a pas mieux qu'Andy Muller-Magoon, la mémoire vivante du groupe de hackers le plus influent de la planète, le Chaos Computer Club. Le hacking est une façon d'utiliser la technologie comme vous l'entendez. Au besoin, en s'éloignant des règles. On prend souvent cet exemple. Si vous chauffez de l'eau avec votre cafetière pour faire bouillir des saucisses ou des pommes de terre, c'est une forme de hacking, parce que vous détournez la technologie. Elle n'est plus utilisée pour son usage premier, mais pour ce qui vous est le plus utile. La question, c'est quelle leçon en tirer? Le premier journaliste à s'être intéressé aux hackers, on est allé le chercher loin des ordinateurs, en pleine forêt, entre Boston et New York. Stephen Levy écrit pour Wired, le magazine des passionnés de technologie. Pour moi, le début du hacking informatique, ça se passe dans un endroit et une période spécifique. Au Model Railroad Club du MIT, à la fin des années 50. Tech Model Railroad Club, club de modèles réduits ferroviaires créé en 1946 au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. C'est là que tout a commencé. Quand on y entrait, on tombait sur une maquette de chemin de fer géante, avec des chauffeurs miniatures, peints avec soin, des montagnes miniatures, des gares miniatures. On y trouvait des gens passionnés par ce genre de trucs, mais aussi des gens intéressés par l'envers du décor. Derrière les maquettes, on pouvait trouver un amas de commutateurs téléphoniques, de câbles, de connecteurs, de transformateurs, de dispositifs électroniques. C'était une sorte d'énorme ordinateur. Et ils appelaient ça le hacking. Ils disaient qu'ils pirataient le système.
C'était leur mentalité. Plus tard, quand le MIT a acquis un ordinateur et l'a installé juste à côté de la pièce réservée au Model Railroad Club, ces gens ont migré aussi et adapté leur éthique de hacker à cette nouvelle machine, avec laquelle ils pouvaient interagir en temps réel. Ils ont inventé une nouvelle manière d'interagir avec l'ordinateur. Ils n'avaient pas de mode d'emploi. Résultat, quand d'autres disaient « on ne peut pas faire ça avec un ordinateur », eux, ils le faisaient. Ce qui est sûr, c'est que le hacking n'a rien à voir avec le fait de lire des modes d'emploi et de les suivre. C'est plutôt essayer de comprendre les principes et en faire quelque chose de nouveau. Les hackers du MIT pensaient que l'information devait être partagée, que l'accès à l'information ne devait pas être limité. Leur principale préoccupation, c'était le talent du hacker. Un gosse de 14 ans, féru d'informatique, pouvait intégrer leur clan. Peu leur importait votre religion, votre couleur, votre sexe, bon, même si c'était que des mecs. L'important, c'était le talent. C'était une société libre et une société qui haïssait la bureaucratie. Why would someone spend their own time to hack into your company's computer system and post tons of your confidential stuff on the internet? For the same reason we pierce our tongues. Nous sommes dans les locaux tenus secrets de MO5, une association de préservation du patrimoine des jeux vidéo. De Pong à Counter-Strike, on trouve de tout ici. Et pour ne pas s'y perdre, mieux vaut être accompagné par Douglas Alves. Depuis les années 80, il écrit l'histoire du piratage des jeux vidéo. Pratiquement toutes les premières sociétés de jeux vidéo avaient en leur sein des gens qui hackaient. Si on prend le Commodore... Commodore 64, ordinateur personnel construit en 1982, le plus vendu à ce jour, plus de 20 millions d'exemplaires. Si on prend le Commodore, on prend Apple et tout ça, c'est des gens qui étaient dans leur garage, qui fabriquaient leurs propres outils. Donc bien sûr, les gens qui sont en avance, comme les hackers, c'est eux qui vont former l'industrie. La première odyssée des pirates a lieu à la fin des années 60, quand de jeunes Californiens partent à l'abordage du réseau téléphonique. À l'époque, le maître à bord, c'est Captain Crunch. Il va inventer la Blue Box, un petit boîtier qui permet de prendre le contrôle des lignes téléphoniques. On appelle ça le phreaking. Cela lui vaudra quelques mois de prison, mais à sa sortie, Captain Crunch devient le premier héros du piratage. Le nom Captain Crunch vient d'une boîte de céréales, Captain Crunch, une marque très populaire aux États-Unis. Et dans la boîte, il y avait un sifflet. On pouvait boucher l'un des trous de ce sifflet et quand on soufflait, on obtenait une tonalité précise. Cette tonalité permettait d'activer le réseau téléphonique longue distance. La magie de la chose, c'est que cela vous débloquait la ligne. Et si vous saviez vous débrouiller, vous pouviez téléphoner gratuitement. C'était en octobre 69. Je faisais des expériences avec un émetteur radio FM. J'ai branché un micro dessus et j'ai dit, si quelqu'un entend ça, qu'il m'appelle à ce numéro. J'ai eu un appel. Un gars qui avait l'air d'être un DJ. Il avait une belle voix grave et il m'a dit « Je suis un aveugle, fondu du téléphone. »« C'est quoi ça, un fondu du téléphone ?» je lui dis. Et il me répond « Je bidouille avec des téléphones. »« Ça veut dire que tu peux téléphoner gratuitement ?» Et il me répond « Je connais 20 manières différentes de téléphoner gratuitement. » Je me suis dit « Il faut vraiment que je rencontre ce type. » Je lui ai demandé « Comment ça marche ?» Il m'a dit « Il faut d'abord envoyer une tonalité de 2600 Hz pour ouvrir la voix en passant par un numéro vert.
Il jouait la tonalité avec un orgue branché sur un téléphone. J'étais halluciné, ça ne pouvait pas être aussi simple. Je suis rentré chez moi et j'ai construit une boîte pour composer des numéros. En 4 heures, j'ai construit une Blue Box. J'ai passé la nuit entière à la bricoler. Le lendemain, je devais aller travailler, j'y suis allé mort de fatigue. En sortant, j'ai couru à la maison pour tester et la Blue Box marchait. Je n'en revenais pas. J'avais accès à tout le réseau de télécommunications. J'avais un sentiment de puissance, bien sûr. Ce sentiment de puissance, de toute puissance, vous voyez. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis vraiment passionné pour ça. Le fait d'avoir le contrôle de tout le réseau. Je veux dire, contrôle absolu. J'ai trouvé ça très cool. Wozniak a construit sa boîte. Steve Wozniak, alias Woz, informaticien et électronicien, cofondateur avec Steve Jobs de la société Apple Computer le 1er avril 1976. Il en a ensuite fabriqué d'autres et les a vendus pendant ses études à la fac. Il a utilisé cet argent pour fabriquer les composants électroniques du premier ordinateur d'Apple. Et dans chacune des Blue Box qu'il vendait, elle coûtait $150 pièce, il y avait une petite note qui disait « Le monde entier est entre ses mains ». Je pense que les ordinateurs ont à l'époque interpellé des gens qui avaient des prédispositions en fait à l'ordinateur, qui le comprenaient bien plus vite que le grand public ou que des sociétés. How many languages do you speak? 5, actually. Well, I speak 1. 10100. With that, I could steal your money, your secrets, your sexual fantasies, your whole life. Any country, any place, any time I want. We multitask like you breathe. I couldn't think as slow as you if I tried. En contournant les barrières technologiques, ces pionniers vont aussi construire des valeurs communes. Steven Levy appelle ça l'éthique des hackers. Son livre, Hacker, héros de la révolution informatique, publié en 1984, reste la Bible pour les hackers activistes de Berlin, comme pour les ténors du logiciel libre au MIT. Tous ces gens, les hackers de la fin des années 50, début des années 60, les gens qui ont créé l'industrie des ordinateurs personnels et aussi ces gosses qui programmaient des Atari et des Apple II, ils avaient les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses. Il y avait une façon de penser typique du hacker. L'idéal des hackers inspire même les fondateurs du site Wikileaks. Son ancien porte-parole en Allemagne, Daniel Domscheit-Berg, a lancé fin 2010 un site concurrent, OpenLeaks. Le hacking, c'est rien de plus ou rien de moins que quelqu'un qui est curieux, qui regarde un système puis commence à l'utiliser d'une façon différente de celle qui était prévue. Donc je pense qu'il n'y aurait pas eu d'évolution sans les hackers. Ils sont là depuis le tout début. Et ce sont ces esprits curieux qui sont les seuls à pouvoir changer le monde. À un bloc de là, les esprits curieux du Chaos Computer Club militent depuis 1981 contre les dérives des nouvelles technologies, quitte à être franchement la loi. On a porté des sujets sur la place publique, comme la gestion des failles bancaires lorsque les télécoms allemands ont lancé un système qui s'appelait Bildschirmtext, qui est un peu l'équivalent du télétexte ou Minitel en France. Grâce à ça, vous pouviez accéder pas seulement du contenu pornographique, mais aussi acheter des produits et d'autres choses. Nous avons révélé des brèches dans leur système de sécurité à une époque où ce service était présenté au grand public. Résultat, le système est devenu célèbre grâce aux failles que nous avons identifiées. Nous avons subtilisé 130 000 Deutschmark à une banque allemande. Nous les avons restituées publiquement en disant « Revoyez votre technologie ». Cette fiction est inspirée de la vie d'un pirate gravitant autour du Chaos Computer Club.
Karl Koch, appelé aussi Hagbard, il piratait pour le compte du KGB. On l'a retrouvé brûlé en pleine forêt. L'enquête officielle conclut au suicide. Und nun haben wir hier einen sogenannten Hacker. Nennt sich Hagbard, kommt aus Hannover und wird demnächst ein Abitur machen. Wie lange bist du schon Hacker? So ein paar Monate. Hagbard, was ist eigentlich ein Hacker? Ein Hacker ist jemand, der Datennetze erforscht und Sicherheitslücken in Großrechnern ausfindig macht. Aha, und was zeigst du uns hier? Das ist das neue BTX-System der Post. Die werben jetzt dafür, dass man über BTX seine Bankkonten führen kann, aber das ist total unausgereift. Wir stiften da ein bisschen Chaos und sagen denen dann, hier Leute, das müsst ihr verbessern. Ihr sagt den Betroffenen aber hinterher Bescheid, ja? Klar, wir wollen ja nichts kaputt machen. Das heißt, es gibt so eine Art Hacker-Ethos? Wissen ist Macht. Richtige Information führt zu Reichtum, falsche zu Armut. Eigentlich sollten Informationen für alle gleich zugänglich sein. Notre démarche a été mal interprétée par les hautes sphères gouvernementales, qui se demandaient si nos activités n'étaient pas criminelles. Donc, bien sûr, il y avait des enquêtes, tout un micmac autour de nous. C'est ce que font les gouvernements s'ils ressentent le besoin de reprendre le contrôle dans un domaine qui leur échappe. De notre côté du clavier, on avait aussi chez nous des types qui ne comprenaient pas quel était le but du jeu et qui se sont fourvoyés dans l'espionnage ou des activités criminelles. Nous avions nos propres règles, mais nous avions aussi des champs d'action définis et beaucoup de discussions pour décider de ce que nous allions et n'allions pas faire. Uns geht's eigentlich mehr die Hackerethik. Ethik? Die Welt ist voller Arschlöcher, da soll doch jeder selber schauen, wo er bleibt. Also mich interessiert das mit der Ethik. Lass doch mal hören, was ihr euch da so vorstellt. Demokratie ist nur unter Gleichen möglich. Informationen müssen frei zugänglich sein. Das bedeutet praktisch, dass die Netze offen sein sollen. Je pense que les premiers hackers, et beaucoup de ceux qui ont suivi, donnaient une dimension morale au hacking. Leur idée de ce qui était bien ou pas bien ne correspondait peut-être pas à 100% à la loi. Mais comme le dit Bob Dylan, pour échapper à la loi, il faut être honnête. Donc, ils n'auraient jamais fait de mal à personne. Pour eux, ça aurait été épouvantable d'utiliser les techniques du hacking pour voler les gens. Les hackers pensent hors du système et les grandes entreprises commencent à les imiter. Et c'est ça leur problème. Parce que si les ingénieurs suivent les règles d'une entreprise, ils sont limités. La structure hiérarchique leur dicte ce qu'ils peuvent faire. Les hackers n'ont pas besoin de structure pour contrôler ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils adorent ça. Internet a été construit par des hackers. Il a été fondé à partir d'un principe d'ouverture. Tout comme les premiers hackers du MIT, qui avaient coutume de tout partager, les gens à l'origine d'Internet l'ont fait dans le but de faire circuler l'information de la façon la plus efficace, sans barrière. D'où la difficulté de le sécuriser. Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en, ja vad ska man säga, lite speciell flicka. Alltså hur då speciell? Ja, men Lisbeth, jag menar inte, hon är vår absolut bästa researcher. Aha. God morgon Lisbeth. God morgon. Dirk Frode. Jaha. Utskrifter av sms. E-mail. Bankuppgifter. Hur har ni fått tillgång till allt det här? Det har inte du med att göra. Du beställer, jag levererar. Lisbeth. Paradoxalement, c'est Internet qui va mettre fin à l'âge d'or des hackers, au respect de leur éthique. Internet et l'informatique grand public représentent désormais un nouveau marché industriel défendu par le copyright. Douglas Alves se souvient du moment où le bidouillage est devenu du piratage, où le partage est devenu de la copie illégale. Pour acheter un Apple II à l'époque, il fallait sortir au moins 20 000 francs. Donc ce qui était pas mal, et après acheter des softs. Alors, ce qui se passait, c'est que les magasins n'avaient pas les moyens d'acheter un énorme stock de machines et des logiciels à foison. Donc, ça arrivait au compte-gouttes.
Ce qui s'est passé, c'est à cette époque-là, les gens ont commencé à copier. C'est-à-dire que dès les débuts de l'informatique, on a copié. C'est-à-dire que c'était quelque chose de normal. C'est bien après que les gens sont arrivés et qui ont dit « Maintenant, c'est pas bien de copier parce que ça appartient à telle ou telle personne qui l'a fait. » C'est-à-dire qu'on était dans une communauté où les gens s'échangeaient les informations, les logiciels, pour pouvoir progresser tous ensemble. Skarabäus hatte die Anzeigentafel am Frankfurter Flughafen unter seine Kontrolle gebracht. Conan das Stromnetz in Luxemburg. Kugelfisch hatte eine illegale Mailbox im Kernforschungszentrum in Genf aufgezogen. Und dann war da noch David aus Hannover. Sein Pseudonym war Goliath. Que ça soit dans le domaine du hacking ou du cracking. Cracking, une des formes de hacking, vise à faire sauter des protections de logiciels. Que ça soit dans le domaine du hacking ou du cracking, les gens qui arrivaient à faire quelque chose avant les autres ou à faire quelque chose que personne n'arrivait à faire étaient clairement des héros. Il y avait des protections, par exemple en Dungeon Master ou Space Ace ou Dragon Slayer sur Amiga, des protections qui ont tenu 3 semaines, 1 mois. Alors, quand ça arrivait, la personne qui avait conçu la protection devenait lui-même un héros. C'est marrant puisque c'était l'ennemi, mais entre guillemets. Et la personne qui arrivait à déprotéger devenait aussi un héros de la communauté. Ça n'a l'air de rien, mais dans les années 80, ceci était une révolution. C'est ce qu'on appelle une démo, une introduction de jeux vidéo, un piratage réalisé sur une machine pas plus puissante qu'un thermomètre. Le piratage des consoles, un jeu qui ne fait pas rire Georges Fornet, le gardien du temple des logiciels de loisirs. Vous savez, les patchs, les mises à jour des systèmes d'exploitation, etc., pour contrer immédiatement. Enfin, c'est une course, comme vous le savez, une course à l'échalote, quoi. Hein. Le pirate a 2-3 mois d'avance, on contre, il repart sur autre chose, etc., etc. C'est jamais fini, cette histoire. Vous devriez être en salle de test depuis une demi-heure. J'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. Il y a des jours comme ça. Les pirates du net, alors là, les grands spécialistes, les Dark Vador du système, qui agissent un peu partout et qui sont très fiers de leur découverte. Souvent, même, c'est pas des gens qui font de l'argent sur l'affaire, c'est qu'ils sont très fiers de leur performance technique et puis de le faire savoir en plus. Et un peu, c'est les gendarmes voleurs, quoi. Et c'est attrape-moi si tu peux, regarde comme je suis fort, tu vas me contrer, mais je vais te trouver une autre faille technique. Il va falloir que tu me cours après encore pendant quelques temps pour me contrer. Il y a un peu cet aspect, hein, de grand technicien, de super savant. Finalement, moi, seul contre la grande multinationale, je vais vous montrer qui je suis. Dave? Yeah, Ma? What are you doing? I'm taking over a TV network. Finish up, honey, and get to sleep. And happy birthday. Dans certaines séries hollywoodiennes, on voit des gens qui fracturent des systèmes informatiques. Il y en a un qui dit « Hey, tu peux changer les feux rouges à Phoenix ?» L'autre « Ok, c'est fait, je contrôle les feux de Phoenix. » Il y a quelque chose d'héroïque là, ou d'anti-héros. Le petit bonhomme qui tire tout ce pouvoir d'un petit ordinateur. La créativité, l'enthousiasme de faire l'impossible, c'est vraiment ce qui fait avancer la plupart des hackers créatifs. À l'époque, des premiers jeux d'arcade aux États-Unis. Jeux d'arcade, jeux vidéo se présentant sous la forme d'un meuble, muni d'un monnayeur et d'un écran. À l'époque, des premiers jeux d'arcade aux États-Unis. Donc, il y a des étudiants du MIT. Donc qui se sont dit, mais le problème des jeux d'arcade, c'est que il n'y en a pas assez qui sortent. Les gens se lassent un peu une fois qu'ils connaissent le jeu. Donc au bout de 2-3 mois, les exploitants se font moins d'argent avec. Et donc ils se sont dit, mais on pourrait relancer l'intérêt du jeu, donc en le hackant et en le modifiant. Donc ils ont sorti donc des cartouches qui se pluguaient sur le jeu original. Plugger, de l'anglais to plug. Brancher une machine à une autre.
Donc ils ont sorti donc des cartouches qui se pluguaient sur le jeu original, qu'ils modifiaient en lui apportant plus de graphisme, plus de challenge, des nouveaux modes de jeu. Et ils ont commencé à fabriquer ça tout seul et à le vendre via l'intermédiaire de pubs dans les magazines. Et c'est comme ça que, par exemple, est née Miss Pac-Man. Atari introduces the woman of the year, Ms. Pac-Man, with a style of entertainment that Pac-Man never knew, an endless supply of floating goodies, oranges, pretzels, 4 different screens. Don't you know I'm more than Pac-Man with a bow? Reach for Ms. Pac-Man. C'est peut-être un moyen de nous faire progresser aussi, mais enfin c'est pas du tout ce qu'on souhaite quand même, dire il faut des pirates pour nous faire progresser. Mais enfin, à toute chose malheur est bon. Enfin, il faut, ça nous oblige à réagir rapidement et à améliorer nos systèmes d'exploitation. Donc, mais bon, je vais pas vous dire que c'est un mal nécessaire, loin de là. Faut que je trouve un moyen d'éloigner Caroline. Je sais, je vais me créer une fausse identité sur Mautic, je la contacte et je lui donne rendez-vous dans un coin paumé. Ah merde, faut payer pour envoyer un message. Et c'est facile, je pourrais faire un buffer overflow sur la HTTPD, puis je passe route grâce à la faille du Pro Control. Ou alors... Régis, passe-moi le portefeuille de Jérôme, s'il te plaît. Ok, alors maintenant, hop. Je lui dis d'attendre à la gare, et je vais même me débrouiller pour lui payer le train pour être sûr qu'elle vienne. Et je pourrais m'introduire dans la banque de données de la SNCF, j'installe mon rootkit avec un buffer overflow sur la rapache, je récupère le mot de passe de l'admin, et là, je deviens le maître du monde. Ou alors je paye le train avec la carte de Jérôme. Well, hackers, I mean, when you come down to it, really, it's you know, exercising control. I mean, les hackers, quand vous étudiez la chose, au fond, tout tourne autour de l'idée de contrôle. L'ordinateur est une ardoise vierge qui vous donne le pouvoir de faire n'importe quoi dans ce monde virtuel. Et vous pouvez faire en sorte que ce pouvoir ait un effet dans la vraie vie, le monde réel. Les grands piratages de ces dernières années sont des révolutions numériques, nées dans des pioles d'étudiants, qui ont fini par affecter l'industrie et la vie des gens. And in this country, the FBI has come under a bizarre attack by computer hackers. The Bureau is taking the attack seriously. The successful invasion by Internet also struck the U.S. Senate website. But since midweek, when you type www.fbi.gov, you get a computerized out-of-order signal. The FBI website is down. The FBI won't speculate, but it appears that the fabled G-men who shot it out with Dillinger and broke the Cosa Nostra now confront a new and very different public enemy. Teenagers throwing a tantrum in cyberspace. Eric Engberg, CBS News, Washington. Arnaque bancaire, espionnage industriel ou politique. Au début des années 2000, les outils des hackers tombent entre les mains des cybercriminels. Ils les adaptent pour cambrioler l'Internet haut débit. Le réseau du Pentagone à lui seul a subi 250 000 attaques chaque année. Selon une étude, 13 pays dont la France développent secrètement les outils d'une guerre cybernétique. C'est ici, au US Space Command de Colorado Springs, que le Pentagone met au point dans le plus grand secret le scénario d'une guerre cybernétique. Simple hacker ou agent au service de puissances étrangères, les risques d'intrusion sur les ordinateurs du Pentagone pourraient en effet avoir de très lourdes conséquences en cas de conflit militaire. Les médias parlent de pirates et mélangent à la fois les hackers, les cybercriminels, mais aussi les architectes de la contrefaçon numérique. Ceux qui créent le téléchargement illicite en mettant un nombre considérable de films et de musique à disposition du grand public. Au début des années 2000, ces nouveaux internautes s'emparent du téléchargement illégal, jusqu'alors réservé aux initiés. Le téléchargement illégal est un tel succès que les bras armés des ayants droit comme l'ALPA cessent de se préoccuper des magnétoscopes et se concentrent sur les disques durs. Au départ, les gens faisaient un peu ça par passion ou par, je vous dis, volonté de reconnaissance. En fait, le moteur de la piraterie, c'est la recherche de la nouveauté dans la meilleure des qualités. Alors, la nouveauté, on la trouve souvent lors d'une sortie d'un film dans une salle de cinéma.
où, je dirais, quelqu'un va aller capter frauduleusement à l'aide d'une caméra l'image en la filmant sur l'écran. Alors évidemment, la qualité est très très souvent médiocre. Ensuite, ces œuvres vont se diffuser petit à petit à travers d'autres réseaux, et notamment les réseaux peer-to-peer, où là, ils sont massivement échangés. Le peer-to-peer est une technique d'échange de fichiers entre différents ordinateurs reliés par Internet. En 1999, un petit chat, le logiciel Napster, va populariser le peer-to-peer. C'est le début du téléchargement illégal. Avec le félin, on échange de la musique copiée illégalement et qui atterrit aussitôt sur les graveurs de CD ou les premiers baladeurs numériques. 2 ans plus tard, Napster doit fermer, mais d'autres solutions de téléchargement illégal prennent le relais et s'industrialisent, comme le streaming, qui permet de regarder un film à mesure qu'il se charge. Et pour savoir où chercher, on utilise les guides touristiques du téléchargement illégal, les annuaires de liens. Ensuite, au niveau des annuaires de liens, c'est-à-dire ces sites qui facilitent l'accès au contenu illicite par du téléchargement via les réseaux peer-to-peer ou autres, là, ils récupèrent beaucoup d'argent, notamment sur les bannières publicitaires ou en orientant les internautes qui viennent sur leur site vers des contenus payants, et ces contenus d'ailleurs sont souvent pornographiques. La plupart sont situés à l'étranger, donc difficile d'accès au niveau judiciaire par les autorités françaises, et c'est difficile pour nous d'enclencher des actions judiciaires à l'encontre de ces sites. L'ALPA a dans son collimateur Vincent Valade, 24 ans, créateur d'E-Mule Paradise. Entre 2004 et 2005, le web français se pressait sur cet annuaire de liens peer-to-peer. Autodidacte, l'ado déscolarisé et sans revenu trouve à l'époque une reconnaissance inattendue sur la toile. Mais il est victime du succès de son site, qui nécessite une maintenance coûteuse. Il décide alors d'y mettre de la publicité. L'expérience potache et altruiste s'est industrialisée et fait de Vincent un professionnel du téléchargement illégal. Son hobby est devenu un métier. Donc ça me prenait mes journées, c'est simple, j'étais devenu un no-life. No-life, c'est le mec qui sort plus, c'est le mec qui ressort son Tamagotchi des tiroirs et c'est Panini et qui pète un câble, quoi. Non, c'était ça, c'était ma vie. C'est vrai que je négligeais mes relations amicales parce que je voulais que ce site, voilà, ça tournait à ce moment-là à 250 000 visiteurs uniques chaque jour, quoi. C'était quotidiennement assez fou, quoi. Et gérer tout, enfin, c'était d'avoir quelque chose qui repose sur ses épaules, et c'était juste dingue, quoi. C'était juste dingue. C'était vraiment un vrai kiff. Un kiff. Mais son activité est avérée illicite par la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, qui lui demande à plusieurs reprises de fermer son site. Vincent ignore cette demande et ne semble pas se rendre compte des conséquences de son aventure numérique. La justice lui reproche de gagner illégalement des centaines de milliers d'euros. Le risque pénal est lourd. Alors, je risque 3 ans ferme et 500 000 euros d'amende. Donc... Non, ouais, 3 ans ferme. La prison, non pas pour avoir hébergé du contenu illégal, mais pour avoir indiqué où se trouvent les fichiers. Reste que musique, film ou jeux vidéo, la justice tente d'endiguer ces mises à disposition de fichiers contrefaits qui s'échangent dans des proportions dantesques. C'est très difficile pour nous de quantifier ce qui se passe vraiment sur les réseaux. Nous avions tenté, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de le faire à travers des statistiques sur les réseaux peer-to-peer, et les chiffres que nous avions obtenus étaient absolument effarants, puisque nous avions un chiffre de plus de 400 000 fichiers correspondant à des films qui étaient téléchargés via les réseaux peer-to-peer en France. Donc c'est un chiffre colossal. Les gens changent leur comportement, s'habituent à consommer de la mauvaise qualité sur des petits écrans, et peuvent oublier ou oublient que, notamment pour les films, eh bien, c'est pas comme ça qu'on consomme un film. Un film, c'est d'abord la salle, qui est quand même un lieu où naît l'émotion pour une œuvre. Des gens bien comme il faut vous diront que si vous copiez des musiques sur Internet, vous volez.
C'est faux à plusieurs titres. D'un point de vue technologique, vous ne volez pas puisque les données que vous copiez n'ont pas bougé. Elles n'ont pas disparu, elles n'ont pas été volées. Elles sont toujours là. Secondo, d'un point de vue culturel, les œuvres mises en ligne circulent, ce qui contribue au rayonnement de leurs auteurs. Je vous rappelle que quand vous piratez, bon, vous allez me dire c'est un discours convenu, etc., mais enfin c'est quand même la réalité. Pour faire un jeu, il y a quand même des gens qui mettent de l'argent, il y a des gens qui développent, donc qui passent du temps, qui sont payés pour ça, et le jeu, il n'arrive pas par hasard. Si vous détruisez la valeur du système, un jour ou l'autre, quand même, vous aurez un peu moins de contenu, ou en tout cas un peu moins de contenu de valeur, parce qu'on va prendre moins de risques. On va se dire, puisque c'est piraté, on va pas mettre, je sais pas, pour faire un gros jeu aujourd'hui sur PlayStation, c'est plus de 20 millions d'euros, c'est 50 ou plus. There was chaos. Our victory brought order to the land. Prosperity to mankind. Now, that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos. Vous, c'est votre argent. Si vous êtes l'actionnaire de l'affaire, vous mettez vos 50 millions, sachant qu'on va essayer de vous pirater le jeu et que vous n'allez pas pouvoir le vendre. Le coup d'après, vous allez dire, je vais peut-être pas en mettre 50, je vais en mettre 5 ou je vais mettre 500 000 sur la table pour voir ce qui se passe. C'est un peu notre raisonnement. Il est tout à fait vrai que certains investissent non seulement dans les idées, mais aussi dans la recherche, et qu'ils ont besoin de protection pour mener leur projet à bien. Ils ont besoin de retour sur investissement, récupérer cet argent dépensé. Ce sont des procédés tout à fait compréhensibles. Et nous n'avons pas besoin de les combattre, de statuer sur le fait qu'Internet est quelque chose de bien ou de mal. C'est une bataille vaine. Oui, ces gens dépensent de l'argent pour rien. Ils luttent contre des moulins à vent. Quant à moi, après des années de lutte contre eux, je suis devenu serein. Parce que j'ai constaté à quel point leur combat était perdu. L'un des partisans de la copie et du partage est chercheur au MIT Media Lab, à la fois le berceau des premiers pirates, mais aussi de la recherche militaire. Ici, on a développé radars et systèmes de guidage. Benjamin McCoyle représente une nouvelle génération d'activistes de l'échange libre. Inspiré par l'anarchiste français Pierre-Joseph Proudhon et sa maxime « La propriété, c'est le vol », il a participé au développement de l'encyclopédie Wikipédia. La nature même d'une donnée sur un ordinateur est d'être copiée. Les utilisateurs n'en sont pas toujours conscients, mais chaque fois que vous utilisez un logiciel, vous en faites automatiquement une copie du disque dur vers la mémoire de l'ordinateur. Chaque fois que vous envoyez un document via un réseau, vous produisez 4, 5, voire 10 copies de ce document à travers ce réseau. Les ordinateurs sont des machines faites pour copier. Or, l'industrie qui produit des logiciels ou de la musique ou autres médias a dépensé des millions et des millions de dollars et employé des dizaines de milliers de personnes pour faire en sorte que les ordinateurs copient moins bien. Ils ont créé une nouvelle loi visant à criminaliser la copie ou des technologies qui brident les machines. Tout cela pour empêcher des ordinateurs de copier. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a baby. You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't go to the toilet in his helmet and then send it to the policeman's grieving widow and then steal it again. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. These anti-piracy ads are getting really mean. I think we're sitting too close to the screen, and the floor's all sticky over here. All right. Okay, let's move back then.
Les hackers que j'admire sont ceux qui font les choses intelligemment, qui font preuve de créativité. Parfois, ils sont un peu facétieux, mais dans leur monde, du moment que c'est fait intelligemment, ça passe. Or, le mot hacker s'applique de plus en plus à des gens qui ont un degré zéro de créativité. Ils ne font que suivre des protocoles et apprendre des techniques pour exploiter les points faibles qu'ils peuvent trouver dans certains systèmes pour s'y introduire. Entre les premiers téléchargements de Napster et les lois de l'Adopi, seulement 10 ans se sont écoulés. Le piratage est devenu l'ennemi public, mais les vertus du bidouillage n'ont pas disparu. Elles inspirent de nouveaux talents. À New York, un quatuor détourne des images de journaux télévisés pour les faire chanter. Piratage ou contrefaçon numérique, c'est à Brooklyn que nous avons retrouvé les Gregory Brothers. Everything sounds better. Auto-tuned. Eh? That's better. That's a keeper. That's a keeper. Autotune, c'est le logiciel qui permet à tout le monde de devenir chanteur. De Britney Spears à Kanye West. Les Grégoristes s'en servent pour transformer des interviews, comme celle d'Antoine Dodson, propulsé superstar après un passage au journal. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, and hide your husband because they're raping everybody out here. Nous avons un studio très professionnel, dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Certains pourraient appeler ça une salle à manger. Nous, on préfère appeler ça un studio. On aime bien se servir de notre imagination. Vous voyez cet écran vert ? On se filme devant et on danse tout autour de la pièce. Parfois avec des costumes. On appuie sur enregistrer et voilà. On est limité dans le nombre d'employés que nous pouvons embarquer avec nous, parce que c'est une boîte familiale. Tous les trois, on est frères, et Sarah est un frère honoraire en vertu de son mariage avec moi. Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. Very early on. Dès que l'on a mis notre vidéo en ligne, nos fans ont fait tout un cirque pour pouvoir acheter la chanson. Ils voulaient l'écouter tout en lavant la vaisselle, danser dessus en boîte, quand ils conduisent leur voiture sur le chemin du boulot. Ils voulaient l'acheter. Alors, on a cherché à le joindre, lui, Antoine Dodson, entrer en contact pour lui dire « On devrait bosser ensemble ». On s'est donc associés pour vendre la chanson et nous partageons les bénéfices. On fait du 50-50. Et c'est à ce moment qu'on l'a mise sur iTunes. Et à partir de là, ô stupéfaction, beaucoup de gens ont voulu l'acheter. Au point qu'elle a fait son entrée au top 100 des singles. Et je crois que c'est la première fois qu'une chanson née sur YouTube atterrit dans leur classement. Après des années d'études en école de droit, j'ai la conviction que tout ce que nous faisons tombe dans le cadre du fair use. Fair use, en droit américain, c'est la possibilité du non-respect du droit d'auteur quand c'est dans l'intérêt de la création artistique. Tout ce que nous faisons tombe dans le cadre du fair use. Nous n'avons jamais eu de problème avec personne. Rien de ce que nous faisons n'est mal intentionné, et ça reste bon enfant, tout le monde se marre. Et ça rapporte rien. Et grâce à nous, ces gens réalisent qu'ils entament une carrière et deviennent des superstars. That's a whole rainbow now. Double rainbow all the way across the sky. So intense. L'origine de ce tube qui dépasse les 20 millions de visionnages, c'est la vidéo d'un campeur surexcité qui s'extasie devant un double arc-en-ciel. Oh, that's a full rainbow all the way. Double rainbow. Oh my God.
It's a double rainbow all the way. Whoa, that's a full rainbow all the way. Double rainbow, oh my God. Les Grégoris l'ont piraté pour en faire une ode à la nature, tellement populaire que Microsoft surfe sur ce buzz. Look at that. It's a double rainbow. Il récupère le fameux campeur pour en faire le héros d'une de ses pubs. Wow. Look at that. Full on. Un comble, les rôles s'inversent. La multinationale pirate les pirates. How do you fit a double rainbow in a single shot? You don't. You do it in 3. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. So intense. Double rainbow all the way across the sky. Wow, wow, oh my God. Look at that rainbow. Very cool. No, I watch Kirk. I'm an engineer hand. Sorry. What is it? It's my own music. It's from Senegal, West Africa. Little reggae, hip hop, 5 languages. I'm working on a donation. If you can, show some love. If not, I'm okay on that. But maybe these guys. Cameraman, you got a 20 over there, man? That's the way you sell music. C'est comme ça qu'on vend la musique. Ça se vend dans la rue. Vous chopez un type et vous lui dites « Tu veux pas acheter un disque ?» C'est ça la bonne façon de vendre la musique. Ne vendez jamais chez un disquaire, parce que vous ferez pas un rond comme ça. Napster est un excellent exemple. Napster est un piratage épatant parce que, comme beaucoup de piratage aujourd'hui, il a été construit sur les bases des révolutions techniques antérieures. Ce logiciel était capable, en partant de technologies à la fois simples et brillantes, capable d'ouvrir un nouveau monde, celui du partage de la musique. Je ne vois pas pourquoi on y a vu une menace pour l'industrie musicale. Au final, tout cela lui sera bénéfique. Bon, peut-être pas au cadre de l'industrie, qui ne comprennent pas dans quel sens le monde tourne. En tout cas, l'arrivée de Napster a bouleversé la distribution de la musique, et aussi la manière dont les gens ont pu concevoir la façon de consommer la musique. Napster a ouvert la voie à l'iPod. Même si on se disait « Waouh, je peux avoir tous ces trucs gratuitement », ce qui était excitant, ce n'était pas la gratuité en soi. Ce qui était excitant, c'était de trouver des choses tout en sachant qu'il y avait des gens avec qui vous partagiez de l'autre côté de l'écran. Pour un montant raisonnable, on aurait accepté de payer. La plus grosse bêtise de l'industrie de la musique a été de ne pas adopter Napster. Dans la baie de San Francisco, épicentre de l'industrie informatique, la génération Napster prend les commandes de l'innovation numérique. Ancien employé d'un grand label de musique, Matt Rubin a lancé Verb.com, un site qui propose aux musiciens des outils clés en main pour émerger sur le web. Tout ce qui t'importe, c'est de trouver la musique. Tu ne penses pas à comment l'obtenir, tu l'apprends sans te poser de questions. Et c'est ce qui caractérise la dernière génération, les jeunes. Ils ne sont pas malveillants. Ils se disent juste, je veux écouter telle ou telle musique. Comment je fais? Je l'achète si c'est facile. Je la prends gratuitement si c'est facile. Je l'attrape via un torrent si c'est encore plus simple. Torrent, technique d'échange entre ordinateurs, permet un téléchargement plus rapide de musique et de films. Je l'attrape via un torrent si c'est encore plus simple. On ne considère plus vraiment Napster comme quelque chose de nuisible. On est passé à autre chose. Une partie de l'industrie de la musique a compris qu'il fallait trouver d'autres moyens. Et même si Apple va parfois dans la mauvaise direction, iTunes a prouvé qu'il fallait que l'accès soit simple, mais aussi qu'il était possible de faire payer pour de la musique, que les gens étaient prêts à le faire. C'est un exemple à suivre. Les groupes ont toujours voulu diffuser leurs singles virtuellement, mais maintenant que c'est viable, la machine s'emballe. Tout devient plus facile, plus rapide. Plus besoin d'appeler quelqu'un pour monter son site web.
web. Plus besoin de faire des trucs bizarres pour obtenir de la musique en ligne. Les choses ont changé. Mais on a dû développer ces nouvelles technologies pour arriver à faire ce que l'on voulait. C'est peut-être juste un problème de tonalité. De quoi? Non mais attends, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu me fais là? C'est la même chose que tout à l'heure? On la finit pas? Non, on la finit pas, non, on finit pas ta chanson de merde parce qu'elle intéresse personne là. Ouais, restera, machin là. Putain, mais tu crois quoi? Que Céline Dion elle a écrit La vie en rose en 2 minutes? Je crois pas que ce soit Céline Dion qui a écrit... Je crois pas que ce soit Céline Dion. Mais tu la connais Céline Dion toi? Non, tu vas pas m'apprendre mon métier, merde. Alors tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Le compositeur Jean-Jacques Goldman, parolier entre autres de Céline Dion, se fait insulter par un internaute propulsé producteur. Cette vidéo clin d'œil accompagne le lancement d'un site web permettant aux anonymes de financer de jeunes musiciens. Putain, le boulet! Arrête de filmer, arrête! C'est-à-dire que moi je suis plus dance à la base, tu vois, genre David Guetta, Chimène Badi, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je te connaissais pas, quoi, tu vois. C'est pas grave. Se focaliser uniquement sur cette guéguerre, sur cette confrontation, revient à passer à côté de l'attitude constructive qui consisterait à dire « Nous avons une nouvelle technologie. Comment l'appréhender? Comment financer les artistes? Comment soutenir les gens qui font du bon boulot ?» Contre toute attente, c'est parfois les plus touchés par le téléchargement illicite qui apportent des solutions constructives. Prenez TF1, première chaîne de télévision européenne. Concurrencée par les pirates, la chaîne décide de les imiter en mettant en ligne au même moment ces séries américaines sous-titrées. Elle appelle ça la vidéo à la demande premium. La VOD premium, ça n'existait pas. Elle existait, elle n'était pas légale. Et nous, on l'a créée, on l'a légalisée. C'est pas un projet d'extraterrestre, c'est un projet de marketing. C'est mon job. Bon, mais il se trouve qu'en l'occurrence, c'est d'identifier une cible, d'identifier un besoin et d'apporter un service qui réponde à un besoin sur cette cible. Donc c'est technique, mais c'est ça qu'on a fait. Initialement, quand on a lancé le service sur Heroes, l'épisode était vendu 2,99 €. Quand je vous disais qu'on étudiait les réactions des internautes, à l'époque, on les a étudiées de très près parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. C'était une œuvre qui a été très très spectaculaire, accueillie de façon très très spectaculaire par le monde légal et aussi les internautes plus versés dans l'illégalité. Le prix nous a été renvoyé comme étant trop cher. Donc c'est à ce moment-là qu'on est passé à 1,99 €. Ça a été un moment assez fort parce qu'il y avait une sorte d'union sacrée entre gens qui ne se parlent pas, deux mondes qui s'ignorent et qui par forum interposé. Forum, espace de discussion sur Internet. Deux mondes qui s'ignorent et qui par forum interposé finalement trouvent un terrain d'entente, majoritairement. Pirates et industrie numérique, deux mondes qui se confondent avec Mark Zuckerberg. Cet étudiant d'Harvard transforme un banal piratage des trombinoscopes de sa promo en une révolution culturelle. I wouldn't call myself a social butterfly, and there's not much that separates me from the other guy. But when I log in, I begin to live. There's an online world where I am king of a little website dedicated to me, with pictures of me and a list of my friends, and an unofficial record of the groups that I'm in. Facebook. I'm hooked on Facebook. I used to meet girls hanging out at the mall, but now I just wait for them to write on my wall. Take a look, you're hooked on Facebook. Well, you know, for a long time there was this tension between. Il y a longtemps eu une tension entre commerce et hacking. Quand j'ai fini hacker, en 1984, je croyais le hacking condamné, parce que l'argent allait tout inonder. Tout allait être monétisé, et l'esprit créatif des débuts, et l'irrévérence qui allait avec, tout ça allait dégager. Mais ça ne s'est pas produit.
Prenez Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Il dit « Je veux que ce soit une entreprise de hackers ». La recherche passe par le hacking là-bas. Le terme retrouve ses anciennes lettres de noblesse. Rupert Murdoch a beau acheter MySpace. Rupert Murdoch, actionnaire majoritaire de News Corporation, le plus grand groupe médiatique du monde. Rupert Murdoch a beau acheter MySpace, il n'y a aucune mentalité hacker là-bas. Donc MySpace se meurt. Les hackers ont tué MySpace. Ce hacker de Mark Zuckerberg n'a fait qu'une bouchée de Rupert Murdoch. Facebook a gagné parce qu'il a permis aux gens de construire et de partager davantage que sur MySpace. Le but de MySpace n'était pas de partager, mais de vendre des trucs aux gens. Mark Zuckerberg était un hacker et c'est lui qui a créé Facebook. Surtout un mec très ingénieux. Je ne sais pas s'il est un modèle. En tout cas, il est tout ce que tout le monde a envie d'être. Il est très intelligent. Il a monté un business qui rapporte des milliards en partant de rien. Il a fait un premier cycle à Harvard. S'il avait continué, il aurait sans doute été brillant. Mais le fait qu'il ait fondé sa propre société alors qu'il était encore à l'université, c'est incroyable. Souvent, ils ont été pionniers dans des tas de domaines. Hein. Tout simplement, on va prendre un exemple grand public. Hein. On prend le MP3. MP3, format de compression audio, permet d'échanger de la musique par Internet. Le MP3, c'est clairement pirate. Hein. C'est les pirates qui mettaient à disposition les MP3 sur leur serveur pour faire écouter de la musique gratuitement. Et ça a mis quelques années avant que ça soit récupéré par les constructeurs de baladeurs en disant maintenant le MP3 c'est tellement répandu parce que les pirates ont tellement répandu le format que maintenant on va l'utiliser. Du MP3 à Facebook, la mentalité hacker est le ciment des révolutions grand public. Aux États-Unis, les jeunes branchés s'affichent sur un nouveau site à la généalogie pirate, Twitter. A blog that is as random and incoherent as writing on a bathroom wall. Why? Because normal blogging is tedious and dumb and leads to fully formed ideas. People want to have narcissistic conversations with total strangers about the everyday minutiae of their lives. Why not build them a service that does that? Twitter restricts you to only 100... Twitter, le site sur lequel tout le monde raconte ce qu'il a mangé ce midi ou chanté sous sa douche. Si on vous dit que cet espace à bavardage stérile est né dans les milieux altermondialistes, vous y croyez? As for the charges, I would like to respond with the next public tweet. The baby just pooped. #TurtleAlert. I'm sorry? Yes. I don't understand. What you just said is completely idiotic. Exactly. That's the point. We're all part of Twitter. One of the early ideas for Twitter actually came out of, Au départ, l'idée de Twitter vient des milieux contestataires aux États-Unis en 2004. People had the idea that they wanted to share text messages during. Les gens voulaient échanger des SMS pendant les manifestations, pendant les conventions politiques. And they thought, what if we could not simply share text messages one-to-one? Ils ont d'abord échangé des messages d'un interlocuteur à l'autre, et puis ils ont cherché à envoyer le même message à tous les militants de leur groupe qui étaient présents à la manifestation. Will receive these messages. Alors quand on se demande pourquoi Twitter a si bien fonctionné pendant les manifestations en Iran, eh ben c'est justement parce que Twitter est né des manifestations.
Après, il a muté, il a évolué, il a changé, et maintenant il n'a plus rien à voir avec le Twitter de l'époque. Mais il a conservé cette part enfouie dans son code génétique, qui fait qu'il est particulièrement pertinent lors d'une manifestation. Les grandes inventions des hackers sont-elles condamnées à être recyclées par les barons de l'industrie numérique? Au MIT, Benjamin McGaw-Hill et son suite aux couleurs du Chaos Computer Club militent pour la diffusion du logiciel libre, fils spirituel du bidouillage informatique des pirates. Le logiciel libre, c'est une alternative au logiciel propriétaire. Par exemple, Firefox contre Internet Explorer, Wikipédia contre Encarta. Ça n'a rien d'utopique. En France, la gendarmerie ou l'Assemblée nationale utilisent un équivalent libre de Windows, le système d'exploitation Linux. Les militants du logiciel libre estiment que les utilisateurs doivent contrôler la technologie. C'est une prise de position très politique. Dans la mentalité iPhone, l'approche d'Apple, c'est de dire « c'est nous, Apple, qui décidons du fonctionnement de la technologie. Point final. » Et les utilisateurs n'ont pas voix au chapitre. En un sens, c'est une sorte de... comment pourrait-on dire c'est une approche très paternaliste de la technologie. À l'inverse, le principe du logiciel libre, où tout est ouvert, est d'affirmer que le pouvoir doit appartenir à l'utilisateur. Il lui rend ce pouvoir. À un saut de puce de là, le monde universitaire new-yorkais commence à étudier le piratage et son impact hors de l'informatique. Chris Anderson analyse l'influence des techniques du hacking sur le journalisme. Les gens qui savaient programmer se sont dit « Ça marche tellement bien pour les logiciels, pourquoi ne pas essayer la même chose pour le journalisme ?» Le journalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dysfonctionne. Voyons si nous pouvons contribuer à l'améliorer. Indie Media, média alternatif créé sur le web pendant les manifestations altermondialistes à Seattle en 1999. Indie Media voulait que tout le monde puisse participer. Tout le monde peut créer de l'information. Et l'accès à cette information devrait être gratuit. Si tout le monde collecte et produit de l'info, l'info sera sans frontières, sans limite. Elle ne sera pas la propriété d'un, mais de tous, en libre circulation partout. Vous savez que, par exemple, on ne reviendra jamais dans un monde où l'on pourrait produire 400 000 rapports sur la guerre en Irak et les garder secrets aux yeux de la planète. Dieser Zug endet hier. Übergang zur S-Bahn und zur Metrotram. Quand les entreprises ou les gouvernements nous imposent des technologies boiteuses, les équipes du Chaos Computer Club peuvent alors servir de garde-fou. Lorsqu'ils lancent une nouvelle carte d'identité, le ministère de l'Intérieur ne nous consulte pas pour savoir si cette carte est inviolable. Ils ont leurs propres équipes qui se chargent de la sécurité d'un tel système. Donc, sur ce cas précis, nous, on a des gars qui testent cette carte. Ils se sont rendus compte que la nouvelle carte d'identité n'est pas inviolable. Nous avons une attitude positive envers la technologie. Bien sûr, il y a le syndrome Big Brother et toute cette merde, mais nous... On aime jouer avec la technologie. Das ist die Frage in Berlin, wo die Polizei zu klären hat, wie es dazu kam, dass ein junger Mann erhängt in einem Park gefunden wurde. Er nannte sich Tron und er war in seiner Szene ein Star. Seine Szene, das war die Szene der Computerhacker, dieser jungen Genies, die ihre Fähigkeiten mit dem Computer oft zwischen legal und illegal beweisen. War er nun einfach nur am Leben gescheitert oder, wie manche in der Computerszene glauben, beiseite geräumt, weil er zu viel konnte und zu viel wusste? Dieser Park in Berlin-Neukölln birgt das Geheimnis um den Tod des Informatikers Boris F. Am vergangenen Donnerstag fand ein Spaziergänger die Leiche des Computergenies erhängt an einem Baum. Seitdem wird gerätselt. War es Mord oder Selbstmord? In Fachkreisen war Boris F. unter dem Decknamen Tron bekannt. Aufsehen erregte er vor 3 Jahren. Damals entwickelte er die sogenannte Wunderkarte, eine Kopie der Telefonkarte der Telekom.
Dadurch konnte der talentierte Hacker beweisen, dass Telefonkarten nicht fälschungssicher sind. Dass er dabei allerdings in seinem Forschungsdrang selbst die Grenzen der Legalität überschritt, brachte ihm 10 Monate auf Bewährung ein. Der plötzliche Tod des 26-Jährigen. Wichtig könnten auch die Aussagen der Mitglieder des Chaos Computer Clubs sein. Hier ging auch Boris ein und aus. Seit dem Tod ihres Freundes geht bei den Hackern die Angst um. An Selbstmord glaubt hier niemand. Ich gehe nicht von Selbstmordabsichten aus und es entspricht auch nicht seinem Charakter, da er sich immer sehr offen verhalten hat. Wir gehen von einem Mord aus, aber mehr sage ich dazu nicht. Tron était un vrai génie sur le plan technique. Il n'avait ni conscience des conséquences commerciales de son travail, ni des implications politiques de la technologie qu'il manipulait. Malheureusement, il s'est rapproché de gens qui jouaient un jeu pas très clair, de gens défendant les intérêts d'entreprises de médias. Quand Tron a été tué en 1998, beaucoup de hackers ont ouvert les yeux après cette histoire. Pour eux, cela voulait dire que certaines affaires peuvent avoir un tel impact pour les gouvernements ou pour les grosses compagnies qu'ils sont prêts à envoyer des assassins pour vous tuer. Tron n'est pas un exemple unique. C'était déjà arrivé 10 ans avant avec Karl Koch, qui était impliqué dans des affaires avec le KGB. La dernière star du piratage, c'est Julian Assange, celui qu'on présente comme le fondateur de Wikileaks, le site qui fait trembler l'administration américaine. Daniel Domscheit-Berg était un des proches d'Assange dans l'organigramme. Ils se sont fâchés par chat interposé. Daniel a reproché à Julian de prendre seul les décisions, de se focaliser exclusivement sur les États-Unis, alors que des dossiers d'autres pays dorment dans les serveurs de Wikileaks. J'ai l'impression que Wikileaks veut faire trop de choses à la fois, ce qui peut devenir dangereux en soi. Lorsque le pouvoir est trop concentré, cela peut toujours devenir dangereux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté ce projet. Je ne le trouve pas assez transparent. Wikileaks a donc été créé pour être en mesure de recevoir des documents qui lui sont envoyés de façon anonyme, par des sources anonymes, et de publier ces documents afin que le grand public et les médias puissent y avoir accès, s'en servir de base pour écrire des articles, etc. C'est donc une plateforme pour ce que l'on appelle les whistleblowers, les informateurs. Son but initial était d'instaurer la transparence. Cette exigence de transparence est connue du grand public le 5 avril 2010. Quand Wikileaks publie cette vidéo prise d'un hélicoptère de l'armée américaine en exercice à Bagdad. Le 12 juillet 2007, ils font feu sur des civils et des reporters de l'agence Reuters. Les soldats américains ont pris les appareils photos des journalistes pour des armes. Bilan de cette bavure, 18 morts. Light them all up. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. Bushmaster 2-6. We need to... All I gotta do is pick up a weapon. Je m'intéresse à la liberté de l'information depuis très longtemps et je pense qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde que l'accès libre à l'information, afin que tous nous puissions nous forger des opinions qui soient argumentées. C'est la valeur fondamentale sur laquelle Internet repose. L'ADN de Wikileaks, c'est de déverrouiller et pénétrer les serveurs de la planète, d'ouvrir les espaces numériques, d'enfoncer les portes pour faire sortir l'information. Julian Assange a commencé sa carrière comme l'un des meilleurs hackers du net. C'était une figure légendaire, quelqu'un qui était capable de collecter des données, de les collecter et puis de les transmettre. Aujourd'hui, ils dépendent d'informateurs extérieurs qui leur font remonter des documents. Mais leur talent de piratage, ils les utilisent désormais pour sécuriser ces informations et garantir le secret de leurs sources. Julian Assange, ce mec a des couilles. Ce type aime vivre très dangereusement.
Je ne sais pas quel est son trip, mais ce qu'il a fait m'a beaucoup surpris. Je trouve que Wikileaks est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Et je pense que Wikileaks doit être plus conscient de l'impact de ces révélations. Parce qu'en général, quand on balance des noms, ça peut coûter la vie à certaines personnes. Il n'y a pas de doute. C'est une situation explosive. L'ère de la bidouille peut-elle résister à des ordinateurs qui fonctionnent de mieux en mieux? Et si l'omniprésence des hackers n'était qu'un chant du cygne? Il est important d'avoir encore des gens qui apprennent les bases de l'informatique. Les vrais hackers ne demandent qu'à connaître ces bases. Ils veulent en savoir le plus possible. Et j'espère que ce goût pour l'apprentissage perdurera. Quand j'ai parlé à Bill Gates... Bill Gates, deuxième fortune mondiale, pionnier de l'informatique et fondateur de Microsoft le 4 avril 1975. Quand j'ai parlé à Bill Gates pour le 25e anniversaire de Hacker, il m'a justement fait un laïus à propos du fait que plus personne ne programme à partir des lignes de code qui sont la base du langage informatique. Plus besoin, il y a des outils pour faire ça, et ils vous permettent de bosser directement au niveau supérieur. Pourtant, il faut bien que quelqu'un conserve ce savoir. Comment progresser si on a perdu les bases? Je me rappelle d'énormes sites, quand j'ai commencé Internet, où il y avait énormément d'infos sur le hacking, qui n'existe plus, et on n'a plus de sauvegarde, on n'a plus rien dessus. On est dans une société de l'information, mais où tout peut être effacé instantanément au niveau de l'information, ce qui est quand même super paradoxal. Donc, et on n'a toujours pas trouvé de vraies solutions à la sauvegarde. Comment les universitaires et les médias parleront des hackers dans 50 ans? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que l'Internet évolue tellement vite. Il est tout à fait possible que dans quelques dizaines d'années, les gouvernements et les multinationales disent « Hey, tu te rappelles ces sales gosses qui foutaient la pagaille ?» Je suis content qu'on s'en soit débarrassé. En même temps, je ne crois pas que les gouvernements parviennent à éradiquer les hackers. Je doute que les gouvernements ou les géants de l'industrie parviennent à les stopper. Ça me paraît impossible. Ça n'arrivera pas. Ce qui peut arriver, c'est que l'Internet change, qu'il soit moins ouvert, qu'il devienne un média différent. Je pense que, puisque c'est un fait, Internet fonctionne mieux quand il est ouvert. Vous entendez des gens parler d'un Internet fermé, ce serait triste. J'ignore si c'est possible, mais regardez en Chine. Peut-être que c'est possible. Si c'était le cas, ce serait une horrible tragédie. La grande question, c'est de savoir comment gérer cette exigence de liberté de l'information. Comment protéger à la fois la vie privée et en même temps promouvoir la transparence. En clair, utiliser les données publiques, mais protéger les données privées. Ça peut se résumer ainsi. C'est un des piliers de notre éthique de hacker. Le piratage, c'est comme toutes les autres technologies. Vous pouvez l'utiliser pour quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Mais la technologie en soi reste quelque chose de neutre. C'est une nuance très importante. Il y aura toujours une culture du piratage. Elle continuera d'exister même si elle est en perpétuelle mutation. Qui sait ce qui va arriver? Qui sait si dans 6 mois, quelqu'un ne fera pas péter une bombe électromagnétique qui détruira tous les systèmes électroniques et nous renverra à l'âge de pierre? Qui peut le savoir? J'en sais rien. Et vous? Double rainbow, it's a double rainbow all the way. Damn, it's a double rainbow all the way. Damn.
triple rainbow.